La Lune, partie 3, comment elle influence la Terre et sa matrice en 3D. Bonjour encore une fois, merci de me rejoindre ici. J'espère que vous allez très bien. Je suis Maris Varou. Ceci est la troisième partie de ma série de vidéos sur la Lune. Pour comprendre cette troisième partie, je vous suggère de regarder d'abord les parties 1 et 2 car cette vidéo est une continuation directe des précédentes. Je placerai les liens vers ces vidéos dans l'ordre séquentiel en haut à droite de votre écran maintenant. Les informations que je partage avec vous aujourd'hui proviennent directement des archives de la Fédération unie des planètes, ou de la Fédération galactique. C'est la même chose, c'est accepté et c'est facilement accessible pour tout le monde en dehors de la Terre et de sa matrice en 3D. De l'intérieur de la Terre, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction car elles entrent en conflit drastique avec ce que les humains connaissent des informations sur la Lune. Du point de vue d'une personne moyenne à l'intérieur de la matrice terrestre, l'explication la plus plausible de l'existence de la Lune est qu'elle est un satellite naturel qui a une surface grise poussiéreuse pleine de cratères, surtout sur le côté éloigné. Et c'est l'explication la plus plausible parce que le contexte, l'arrière-plan et les connaissances qu'une personne moyenne a été programmée avec, dictent que c'est ainsi, et toute autre possibilité est simplement de la fiction. Mais du point de vue de quelqu'un dans l'espace, en dehors de la matrice en 3D de la Terre, ce qui est plausible, et la plus simple explication, est que la Lune est une ancienne biosphère endommagée par la bataille, vaisseau sphérique, qui a été artificiellement placé là pour aider à stabiliser l'orbite de la Terre autour du Soleil, car c'est le contexte et l'information avec lesquels la personne moyenne dans l'espace a grandi. Ceci est un autre exemple de la séparation des royaumes, et les personnes qui vivent dans l'un ne peuvent pas facilement être en contact avec les personnes de l'autre, car cela cause souvent de graves conflits de perception. Après la destruction de la planète Tiamat, toutes les planètes de ce système solaire étaient en complet chaos, car leur dynamique gravitationnelle et leur équilibre étaient radicalement modifiés, modifiant leurs orbites autour du Soleil. La Fédération galactique ne pouvait pas faire grand-chose face à ce problème, car il était si vaste et les planètes étaient autorisées à atteindre leur équilibre principalement par elles-mêmes. Tout ce que la Fédération pouvait faire était de contrebalancer certaines des planètes pour les aider à atteindre l'équilibre. Cela a été réalisé en faisant léviter de gros astéroïdes dans l'orbite de Mars à l'aide d'un rayon tracteur, et en déplaçant également un vaisseau biosphère endommagé par la bataille dans l'orbite de la Terre pour l'aider à retrouver son équilibre. Dans le cas de la Terre, toute sa biologie dépendait de la lumière du Soleil que la planète éteinte Tiamat réfléchissait sur la Terre la nuit. Tiamat était une grande planète aqueuse qui était très lumineuse la nuit, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes sur la Lune. Sans la planète Tiamat qui brillait la nuit, une grande partie de la biologie de la Terre était également dans un état chaotique, de nombreuses espèces s'éteignant, ce qui rendait les effets du déluge mondial encore pires. Le choix logique pour la Fédération était de placer dans l'orbite de la Terre un vaisseau biosphère endommagé par la bataille, car sa surface métallique lisse était un excellent réflecteur semblable au Soleil. Ensuite, ils ont placé un hologramme haute définition devant lui pour qu'il ressemble à une lune naturelle. Aujourd'hui, même certaines parties de la science officielle de la Terre admettent que si la Lune était naturelle, elle serait beaucoup plus lourde et simplement trop grande pour la Terre. La première façon dont la Lune affecte la Terre est en tant que contrepoids massif pour maintenir une orbite plus ou moins stable. Avant la destruction de Tiamat, l'orbite de la Terre était beaucoup moins elliptique, ce qui entraînait un environnement beaucoup plus stable, avec des changements de température et de saison moins drastiques. En d'autres termes, à l'époque, la Terre était une planète plus facile et plus accueillante à habiter que ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, la Terre était considérée comme une planète superhabitable, où les conditions climatiques et biologiques en faisaient un endroit idéal pour vivre, pour les personnes ayant un corps lyrien ou humain.
Les planètes superhabitables sont celles qui ont un ensemble de conditions de soutien de la vie supérieure à celle de la Terre. Deux exemples de planètes superhabitables sont Pretoria en orbite autour de l'étoile Arcturus et à 37 années-lumière de distance. La planète Alphrata, anciennement connue sous le nom de Phéthane, orbite autour de l'étoile Alpha Centauri, à 4,36 années-lumière, et la planète Temer, orbite autour de l'étoile Tégeta dans le système stellaire Pléiade, à 440,3 années-lumière de distance. La Lune influence les marées de la Terre et guide la biologie pendant la nuit, comme vous le savez tous, et je ne vais pas entrer dans les détails car ils sont largement connus, mais je dois les mentionner néanmoins, également parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Fédération Galactique a dû placer la Lune en orbite autour de la Terre. La Lune émet artificiellement des faisceaux d'énergie élevés qui altèrent la fréquence de la magnétosphère naturelle de la Terre, créant ainsi les ceintures de radiation de Van Allen. Ces faisceaux d'énergie élevés sont focalisés sur la magnétosphère de la Terre à l'aide d'un réseau d'antennes spéciales en forme de disque à la surface de la Lune. Ces antennes sont exposées à la surface mais elles sont masquées en tant que cratères grâce à l'hologramme lunaire. Elles projettent un faisceau d'ondes avec une fréquence spécifique qui s'ajoute à celle naturelle de la magnétosphère, créant ainsi un champ d'énergie beaucoup plus puissant qui enveloppe et entoure la Terre, servant de barrière éthérique et de bouclier contre les radiations élevées. Bien que le faisceau d'énergie n'affecte directement que la magnétosphère, en tant qu'effet secondaire, il abaisse également la fréquence globale de la Terre, comme on pourrait s'y attendre selon le principe de la fréquence dominante, qui dicte essentiellement que la fréquence la plus forte aura tendance à transformer toutes les autres en une fréquence plus proche d'elle-même. Cela fait vibrer tout sur Terre à une fréquence inférieure à la moyenne, lorsque tout vibre à l'extérieur de la Terre. Comme l'a déclaré mon prédécesseur, cela fait que la Terre vibre à une fréquence existentielle lente et pâteuse en 3D, tandis que tout ce qui se trouve à l'extérieur de la Terre est considéré comme vibrant à une vibration existentielle naturelle en 5D. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la 5D, ce n'est pas un endroit où l'on se trouve, c'est un niveau de perception et de conscience, tout comme la 3D, et toutes les densités également, laissant la 4D comme un niveau transitoire. À mon avis, cette description de densité avec des chiffres ne fait qu'engendrer beaucoup de confusion. Pour moi, vivre en 5D est un état d'esprit qui découle d'une âme et d'une conscience très évoluée, et d'où vous manifestez votre réalité positive. Mais ce qui est vrai, c'est que la Lune émet une gamme de fréquences artificielles qui transforment et modifient la magnétosphère, et qui abaisse également l'état vibratoire de la Terre ainsi que tout ce qui s'y trouve. Ce système est alimenté par 12 réacteurs, dont 8 sont des réacteurs à eau lourde sous pression, et 4 d'entre eux sont des réacteurs à neutrons rapides. Ce sont ces 4 qui fonctionnent encore, les 8 autres ne sont plus opérationnels. Je trouve très intéressant, voire suspect, le fait que ces réacteurs soient très similaires à ceux utilisés sur Terre et avec une technologie humaine. Cependant, pour le moment, je ne trouve aucune donnée sur la raison pour laquelle ils sont utilisés et non pas les réacteurs à point zéro plus avancés et fiables que presque tout le monde utilise en dehors de la Terre. Lorsque j'aurai plus de données à ce sujet, je les partagerai avec vous tous. Tout cela signifie que se trouver sur Terre ne dicte pas votre niveau d'avancement ou de développement mental, spirituel et conscient, car cela ne fait que favoriser un ensemble d'expériences compatibles avec une mentalité basse ou primitive et cela dépendra de la mentalité et de la conscience de chaque personne ou créature lorsqu'elle vit une expérience sur Terre. L'ensemble des basses fréquences dans lesquelles la Terre est immergée permet à différentes consciences ou âmes, qui se trouvent à des niveaux très différents, de coexister dans le même royaume. La fréquence existentielle lente et pâteuse de la Terre unit les créatures, leur permettant de partager le même royaume qui, dans d'autres circonstances plus naturelles, serait naturellement séparé, un peu comme le bas astral l'est avec le matériel, ou le monde des vivants, mélangés et s'influençant mutuellement, oui, mais pas directement dans la conscience de la personne moyenne.
Avec ce système de modulation de fréquences artificielles transmis depuis la Lune, les âmes évoluées peuvent avoir une expérience de vie difficile et stimulante, qui ne serait pas compatible ou en accord avec la fréquence existentielle naturelle de leurs âmes hautement évoluées. Pour que cela fonctionne, un corps biologique super résistant devait être utilisé pour homologuer la plupart des âmes dans des conditions de vie plus ou moins égales. Le corps humain lyrien était le meilleur choix car il est non seulement très résistant, mais il est également largement connu de tous dans ce cadran spatial. De cette manière, les âmes provenant de nombreuses espèces stellaires différentes pourraient être réunies pour vivre une expérience d'incarnation commune sur Terre en tant qu'être humain. Les âmes n'ont pas d'espèce, elles n'appartiennent à aucune race stellaire, les âmes sont simplement cela, des fragments holographiques de la source originale et la source elle-même, mais elles développent des attachements et un goût pour appartenir à telle ou telle espèce et genre, après d'innombrables incarnations et réincarnations dans beaucoup d'entre elles. Au moins après la destruction de la planète Tiamat et le placement artificiel de la Lune et ses effets de baisse de fréquence, la Terre a été une école pour les âmes, afin qu'elles puissent avoir une incarnation courte et intense pleine de défis et de difficultés dans laquelle on peut apprendre beaucoup en peu de temps, ce qui leur permet de progresser beaucoup plus que d'avoir plusieurs incarnations dans des mondes plus doux et plus confortables. Ainsi, une âme peut apprendre à contrôler les émotions et les défis, ainsi qu'à apprendre à faire beaucoup avec peu de ressources, tout cela signifiant qu'une âme sur Terre apprend rapidement comment fonctionne la manifestation et comment la contrôler et la gérer. Les âmes sur Terre apprennent comment manifester leur réalité positive et nourrissante, malgré le fait qu'elles se trouvent dans le même domaine existentiel où d'autres âmes se trouvent à un stade inférieur ou moins évolué de l'apprentissage de leurs compétences en matière de manifestation et de gestion de l'énergie. Les âmes entrent dans la vie sur Terre de plusieurs manières, principalement en s'incarnant directement depuis l'espace entre les vies, mais toutes les données que j'ai indiquent qu'elles entrent toutes sur Terre de leur plein gré, jamais parce que quelqu'un ou quelque chose les y a forcées. Ensuite, je dois mentionner la signification de la souffrance par rapport au fait que les âmes savaient ce qu'elles allaient affronter en vivant sur Terre, mais je laisserai cela pour une autre vidéo car c'est un sujet très vaste et étendu. Une autre donnée intéressante est qu'il est dit qu'une âme dans un état vibratoire bas ne peut pas passer à travers les boucliers éthérés de Van Allen, et une âme très avancée qui vibre beaucoup plus haut peut le faire, et avec cela, les âmes peuvent échapper à la matrice sur Terre. C'est intéressant, mais je ne peux pas être entièrement d'accord, car autant que je sache, toutes les âmes entrées sortent de la Terre dans l'au-delà comme elles le souhaitent et selon leur fréquence. Ils vont là où ça vibre comme eux, et cela signifie que leurs idées, leurs fréquences et leurs attachements seraient ceux qui les ont poussés à vouloir revenir et se réincarner sur Terre une fois de plus, et non pas une barrière comme celle d'une prison. Comme vous pouvez le voir, la matrice de la Terre est maintenue artificiellement à une basse fréquence et avec une intention totale. Vous pouvez le voir soit comme une imposition tyrannique, soit comme un défi et une expérience d'apprentissage pour votre âme, car vous pouvez créer votre propre réalité positive du paradis sur Terre tout en y vivant. Vous êtes le créateur de votre réalité, vous la contrôlez, ainsi que tout ce que vous regardez et voyez se produire autour de vous sur Terre, cela fait partie du contexte et du cadre nécessaire pour créer votre expérience d'apprentissage de la vie. Vous n'êtes pas une victime, prenez le contrôle de votre vie. Il y a encore beaucoup à dire sur la Lune et cela continuera dans la 4e partie de cette série bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Portez-vous très bien et prenez bien soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre ami. Marie Svarou.